Chez nous, on avait beaucoup de photos. Alors, j'ai connu seulement une grand-mère vivante. Je ne l'ai même pas tellement connue. Mais je connaissais les parents de ma mère là, par les photos. Et puis, je sais que mon grand-père maternel, maman disait qu'il était très sévère. Mais sa mère, elle adorait ma mère. Elle disait qu'elle adorait sa mère. Et puis, c'est curieux, mais quand elle venait de Sade-Rame, ma mère, du Rame Sud, disons-nous aujourd'hui, et elle travaillait à l'extérieur quand sa mère est décédée. Puis, si je me souviens bien, elle n'avait pas pu aller aux funérailles de sa mère. C'est affreux, hein? C'était loin, puis c'était le train. En tout cas, elle n'était pas allée. Elle disait, j'aurais donc voulu qu'elle m'apparaisse. J'aurais donc voulu la voir. Mais les grands-parents, mes grands-parents paternels, je les ai plus connus. Bon, Louis, puis Alphonsine. Louis Gloutenay, puis Alphonsine Vadnet. C'est ma grand-mère Gloutenay, Vadnet-Gloutenay, que j'ai connue. Elle même restait un petit bout de temps chez nous. Mais ça n'a pas marché, là, parce qu'on était déjà trop de monde. Hein. Et puis, ça accaparait une chambre, elle, toute seule, là, hein, puis des soins, puis non. Ça n'a pas été, ça a peut-être été quelque chose de quelques mois. Ensuite, elle s'est en allée chez une autre de ses filles, chez une de ses filles, puis c'est là qu'elle est décédée. Quand même décédée assez jeune, dans les 70 ans, 72, si j'ai bonne mémoire. Puis mon père, qui avait une famille, lui aussi, il venait d'une famille nombreuse. Ils étaient plusieurs garçons. Je ne me souviens pas, mais il devait être une quinzaine d'enfants dans la famille de mon père, surtout des garçons, des filles, quelques filles aussi. Je ne me souviens pas du nombre exact. Mais mon père était l'aîné de la famille. Salomon, de son nom, de son prénom. Et son premier métier, c'était forgeron. Puis dans le temps, c'était quelque chose de sérieux que d'être forgeron. On étudiait avec un maître, là, il était apprenti, puis il finissait son cours avec un papier signé du notaire, comme quoi il était un honnête homme, un bon travailleur, puis bon dans son métier. Alors il a commencé comme forgeron à Saint-Nazaire-d'Acton, dans une... Puis il était jeune marié là, quand il a commencé. Là. Il s'est marié, il devait avoir dans les... Je crois qu'il y avait... Ma mère avait 17 ans quand elle s'est mariée, tandis que mon père, il avait 5 ans de plus. Alors, ça fait 22, si je ne me trompe pas. Bon. Et puis, dès son mariage, il était déjà forgeron. Puis la maison était étroite. Et puis ma mère n'aimait pas la forge, la boutique de forge. Elle disait que c'était attenant, la maison, hein? Puis il y avait de la fumée, puis des odeurs de métal. Non, elle dit, moi, je vais mourir ici, là, si on ne change pas. Alors, ils ont quand même eu 4 ou 5 enfants, là, à la boutique, je ne peux pas dire, là. Mais je sais que moi, je ne suis pas née, mais il faut dire que je suis la 13e, je ne suis pas née à la boutique de forge. On disait toujours la boutique de forge. Hein. Et ensuite, mon père a acheté le magasin général du village. Là, ouais. Il a acheté ça d'un monsieur Pepin, je pense, oui. Alors là, c'était la belle grande maison, 2 étages, et puis avec une belle galerie tout le tour, là, quelque chose de bien dans le village, là, presque en face de l'église. Là, j'ai que des beaux souvenirs de mon court séjour, mais quand même, j'avais 8 ans quand on est déménagé à Saint-Hyacinthe. Mais le souvenir que j'ai de mon père, c'était un homme, je dirais pas taciturne, mais il avait comme tellement de responsabilités, je pense. Il y en avait beaucoup de responsabilités. Tous ses enfants à faire vivre, puis les magasins. Bon, quand c'était la boutique de forge, ça devait être pareil. Mais contrairement à ma mère, qui, elle, était très joyeuse, et puis toujours de bonne humeur, là, et puis entreprenante. Mais quand même dans l'ombre de mon père. Je ne sais pas trop comment ça peut marcher, mais ça marchait bien. C'est mon père qui décidait, mais je pense que sur l'oreiller, c'était ma mère qui avait donné l'idée, je pense. Parce qu'il semblerait que
on savait que c'est maman là, qui avait le dernier mot, mais c'est papa qui décidait. Puis c'était, on passait par là, hein? Justement, un petit fait. Une de mes sœurs et moi, on était dans un appartement où on n'avait pas d'affaires. Dans le temps, il ne fallait pas aller jouer dans le salon. Parce qu'il ne chauffait pas toutes les pièces. Hein? Bien, il fermait les pièces parce qu'il y avait le poêle qui chauffait, puis des fois une fournaise. Mais en tout cas, alors le tuyau qui passait en haut, il ne passait pas dans le salon. Il y a des pièces là, où il ne fallait pas aller. Alors, on était dans le salon. Mon père a dit « Passez par là, vous autres. » Ma petite sœur a dit, tellement énervée, elle a dit « Par là, bien par là. » Elle ne savait pas lequel par là qu'il fallait prendre. Comme quoi, mon père était assez sévère. Ma mère, elle, était toujours conciliante. Hein? On faisait un petit mauvais coup. Là. Si on cassait une tasse, disons, là, mon père n'était pas fait attention. Maman, elle ne nous aurait jamais dit ça. Non, non. On manquait notre coup, disons, en cuisinant quelque chose. Elle nous disait « Oh, ça coûte moins cher qu'un cours. » Ou bien en couture aussi. Je l'ai entendu souvent dire ça. Ça coûte moins cher qu'un cours. Elle avait tellement de bon sens, ma mère, là. Ça devait être de l'intelligence, là, je pense. Hein? Puis la créativité aussi. Et c'est ça, ma mère. Puis mes belles-sœurs aimaient beaucoup, beaucoup ma mère. Des fois, on dit « Ah, les belles-mères. » Non, mes belles-sœurs avaient une prédilection pour ma mère. Puis ils venaient la voir, on savait, là, ils venaient la voir, là. Pas nécessairement en cachette, là, mais je me souviens une fois, une qui était arrivée le soir en pleurant, une belle-sœur, puis qui voulait se séparer. Ah, puis maman a dit, elle avait dit à je ne sais pas qui, là, mais il faut s'acheter au pied du crucifix, là, puis prier pour ça. Bien, ils ne sont pas séparés, et puis ils ont vécu, puis ils ont bien vécu ensemble, elle et mon frère. Là. Ah, une foi, aujourd'hui on dirait avec des grands mots, une foi agissante, et puis une foi efficace, mais une foi vraie. Et puis en même temps, bien, elle avait beaucoup, beaucoup de créativité. Puis elle aimait elle avait rien, là, ma mère. Nous autres, on était pauvres, là. Elle donnait... elle avait on avait ça des par-dessus, des couvre-chaussures, là. Je ne sais pas d'où ils venaient, là, en tout cas. Puis dans le temps que ça allait un petit peu mieux, mon père, il avait acheté un manteau de fourrure. Oh, quelle affaire! Oui, je ne me souviens plus quelle sorte de fourrure, là, mais bon, ils avaient acheté ça dans le catalogue, sans doute, là. Ils faisaient venir ça, là. Puis elle l'a eu jusqu'à sa mort. J'ai des photos d'elle, là, avec son petit chapeau, un petit sailor qu'on appelait, avec une petite voilette, et puis le manteau de fourrure avec une petite épinglette ici, là, ouais. Elle était pente, elle aimait être bien mise. Puis pourtant, elle n'avait rien, mais elle était toujours... elle trouvait le moyen de bien faire les choses, puis mettre des belles choses à notre portée. Puis je me souviens d'une petite jupe qu'elle s'était achetée. Je n'aurais jamais osé lui acheter ça, mais ça lui allait tellement bien, un peu godée. Là. Alors, ma mère, c'est ça, le souvenir que j'ai d'elle. Puis on a beaucoup de photos de maman, mais toujours la tête haute, et puis le regard pétillant, puis le beau sourire. Puis Dieu sait, avoir 18 grossesses, connaître 18 grossesses, élever 16 enfants, puis pas toujours facile, avec pas grand-chose, puis tout les difficultés, puis les problèmes que ça peut entraîner. Une sainte, une reine, une sainte, j'aurais envie de dire une artiste, là, il n'y avait jamais rien de mal fait avec ma mère. C'était toujours, il fallait toujours... Oui, je me souviens justement de phrase. Je balayais, puis je m'appliquais. Elle m'avait dit, c'est ça, fais vite et bien. Hein? Ce qu'on faisait, il fallait le faire bien. Quant à mes sœurs, on sait, Germaine, c'est étrange, elle, Germaine, parce que elle n'est pas restée à la maison, pourtant elle était la deuxième. Elle a enseigné au Témiscamingue, mais elle gagnait presque rien. Au Témiscamingue, les professeurs ils gagnaient quoi, là? Et puis, entre-temps, le curé de la paroisse, il avait besoin d'une ménagère. Mais elle était trop jeune pour avoir le poste, parce qu'il prenait des jeunes dames d'un certain âge. Hein. Alors, elle travaillait le jour, là, et elle demeurait à la maison. Là. Elle revenait le soir. Mais c'était beaucoup plus payant.
que d'enseigner. Alors, elle est restée là des années, je ne sais pas combien de temps elle est restée avec l'abbé Léveillé à Saint-Nazaire et ensuite à Saint-Jean-Baptiste de Louville. Puis ça lui a donné le goût, il fallait qu'elle fasse quelque chose après là. À quel âge elle avait, je ne sais pas trop, mais elle a fait son cours d'école ménagère. 3 ans, elle a fait tout le cours. Si le cours était de 3 ans, mais elle a tout fait ça en 1 an. Puis, ensuite, elle est allée directrice à Sherbrooke. Il y avait une école d'école ménagère, ça s'appelait l'école une école régionale, en tout cas à Sherbrooke, d'enseignement ménager, qui était assez important. Elle était directrice. Ensuite, elle est allée à l'école provinciale d'enseignement ménager à Montréal. Puis c'est là qu'elle a composé son premier livre de cuisine, parce que c'était tous les cours qui se donnaient. Alors, c'est mon premier cours, mon deuxième cours, mon troisième cours, une petite page blanche pour les notes, et le livre est comme ça. Et finalement, l'école provinciale de Montréal a été détruite parce qu'ils ont enlevé partout les cours d'enseignement ménager, puis ils ont fermé tout ça, ces écoles-là. Là. C'était supposément pour passer à l'université, mais enfin, il y avait l'école d'hôtellerie, là, il n'y avait pas besoin de... C'est là qu'elle s'est en allée à la télévision. Je ne sais pas si elle a été demandée ou si elle a fait ses services, mais en tout cas, elle a fait au moins 15 ans de télévision. Puis elle avait travaillé avant à Radio-Canada aussi. Votre cuisine, madame, ça avait commencé à la radio. Ça a bien fonctionné jusqu'à sa retraite. Elle était capable de prendre une retraite confortable après ça. Je suis née le 27 mai 1934, une journée avant les jumelles Dionne. Faites le calcul. Alors, je suis l'aînée de la famille. Mon père travaillait en Ontario pour le Canadien National Télégraphe. Puis, je restais chez mon grand-père qui était veuf. Quand il avait une beurrerie dans le canton d'Ilaï, en campagne, les gens allaient porter le lait là, puis faisaient le beurre, le fromage. Mon père m'en a parlé. Mais moi, je ne l'ai pas vu, la beurrerie, mais j'ai vu les locaux. Puis dans ces locaux-là, mon grand-père, quand il a cessé d'être beurrier, il vendait de la moulée, des grains pour les animaux. C'est de cette partie-là que je me souviens. Je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que mon grand-père, j'avais 5 ans, il m'avait dit « Aimerais-tu ça, pogner un oiseau? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Bien, si tu veux en pogner un, tu as juste à mettre du gros sel sous la queue. » J'étais pas mal naïve, j'ai comme cru ça. Fait que je suis allée dans son entrepôt, j'ai pris un clou, j'ai percé une poche de gros sel, il n'était pas content par après. Puis j'ai pris du sel dans mes mains, puis je suis partie à courir après les oiseaux dans le champ, puis je suis venue essoufflée, toute rouge, ma mère me cherchait, puis j'y ai raconté ça. Puis elle m'a essuyé la figure, mais elle ne m'a pas disputé parce qu'elle a dû trouver que mon grand-père et moi, on avait manqué de part et d'autre. Des fois, il mettait son pouce comme ça, puis il disait « Je t'ai arraché le nez ». Puis je savais que c'était pas vrai, mais j'allais toujours vérifier quand même. Ce grand-père-là, à cause de sa coupe de bois, je suppose, il avait un pouce coupé. Ça fait que je l'appelais mon grand-père le pouce coupé par rapport à mon autre grand-père qui, lui, était correct. Puis, c'est ça, il faisait la coupe du bois. Il était secrétaire de la municipalité, secrétaire de la commission scolaire. Je pense qu'il devait lire avec une grande facilité, puis il comptait à une vitesse impressionnante aussi. Il tenait les registres. Il était abonné au journal. Écoutait les nouvelles à la radio. Il appelait ça la Gazette. Ça pouvait être de Gazette, mais je ne sais pas si elle était en français. Puis il y avait la presse. Puis on a eu la Tribune plus tard. Oui, il y avait les journaux. Plus tard, mon frère est né en 1940, en février. Alors, le docteur est venu avec une motoneige Bombardier parce qu'on n'était pas loin de Valcourt. Il a été baptisé le plus tôt possible, comme c'était la coutume. Et en 1941, cette fois-ci, c'est ma sœur qui est née. Dans les 2 cas, je ne savais pas que ma mère attendait un bébé.
Alors, quand mon frère est né, là, j'étais dangereusement jalouse. Là, je perdais l'attention que j'avais depuis 6 ans. J'ai été 6 ans fille unique. J'ai trouvé ça très difficile, mais je l'aime, mon frère. Pas de problème. Ça n'a pas duré plus que quelques mois. Ensuite, quand ma sœur est née, j'ai entendu pleurer un matin. Je pensais que c'était une de mes tantes qui venait d'avoir un bébé, mais non, c'était ma petite sœur qu'on a appelée Nicole, parce que c'était dans le temps de Nicole Germain à la radio. Mon oncle s'appelait Nicolas. Et moi, j'allais à l'école, j'étais déjà en première année, alors je n'avais pas le temps d'être jalouse, là. J'aimais beaucoup aller à l'école. Ensuite, quand mon père est venu faire baptiser ma sœur, il est arrivé de l'Ontario, il a appris que le magasin général de Sainte-Christine était à vendre. Il en a parlé à ma mère, puis ma mère, elle devait être contente parce que mon père serait moins éloigné, parce que sinon, on le voyait comme une fois par 2 mois à peu près. Il rapportait des cadeaux. Alors, le magasin a été acheté. On a déménagé quelques mois après. Alors là, j'avais 7 ans, un peu plus de 7 ans. J'étais en 2e année. Et c'était un grand bonheur pour moi. Il y avait des bonbons, des articles scolaires, des biscuits, il y avait des amis. J'ai passé une enfance merveilleuse dans ce magasin-là. Déjà bien jeune, j'étais fiable. J'ai toujours été fiable. On peut compter sur moi. Alors, si on me disait « surveille le magasin », je restais au magasin. S'il arrivait quelqu'un, j'allais chercher la personne qui voulait voir. J'ai commencé par vendre des crayons d'ardoise à 1 cent, des suçons, des bonbons à l'unité. Ensuite, je plaçais les tablettes, je plaçais les paquets de cigarettes, les barres de chocolat. Ça, c'était mon travail. J'ai fait ça même après mon mariage, venir aider une journée à placer les tablettes. Ma mère n'avait qu'une fonction, travailler au magasin. Elle faisait bien à manger. Elle ne cousait pas. On avait une couturière qui faisait nos vêtements. C'était Madame Duclos. On a eu Madame Martin aussi. Les vêtements, ma mère aimait beaucoup le catalogue. Le catalogue, on le feuilletait, on le désirait des choses, elle le commandait. On a eu beaucoup de choses dans les catalogues. On avait hâte que le paquet arrive puis qu'il soit en bon état. Le magasin nous tenait occupés entièrement. Alors, on n'avait pas à faire de conserve, on en vendait. On achetait du sirop d'érable, par contre, de mon oncle, et du jambon qu'il faisait fumer lui-même, qu'on mangeait le samedi saint au midi quand le carême se terminait. On achetait des fraises des passants et des pommes des passants. On n'avait pas de jardin, mais on avait un terrain de croquet à côté du magasin. Puis il ne fallait pas marcher là-dessus, puis c'était précieux. Mais plus tard, on a eu une employée qui avait le goût de faire un jardin. On vendait des grains de semences, on avait des graines de jardin, des graines de fleurs. Alors elle s'est fait un petit jardin dans un coin de terrain, puis après le souper, malgré sa journée de travail, elle allait sarter son jardin. On trouvait ça beau, elle nous faisait des salades, c'était plaisant. C'est la seule fois qu'on a eu un jardin. La quincaillerie, la moulée, on vendait de l'essence, on vendait de la vitre, des aliments en vrac, des clous, toutes sortes de pétrole, là, kérosène, naphta, qu'il fallait, de la mélasse aussi qu'il fallait prendre à même le baril. Mon père disait, quand il avait son magasin, on ne dit jamais qu'on n'en a pas. Alors, si on n'avait pas, il allait l'acheter ailleurs, puis il allait le livrer pour accommoder les gens, puis les retenir aussi au magasin. Plus tard, au magasin, là, ceux qui avaient de la difficulté à payer leur compte, on acceptait en échange du bois de chauffage pour nous-mêmes. On acceptait du sirop d'érable, des œufs. Il y avait des produits comme ça que c'était comme une sorte de troc. Ouais. Mon père était très compréhensif des gens qui ne payaient pas. Il disait, ma mère, elle aimait moins ça. Elle disait, regarde, nous autres, on n'a pas d'auto, puis les autres, ils en ont, puis en tout cas, elle aimait moins ça. Puis on a perdu de l'argent. Il y en a qui ont dit, je ne te paierai pas, je n'ai pas d'argent, je ne te paierai pas. Il y en a qui sont partis, il y avait des résidents d'été, des fois, qui louaient une maison pour l'été. Il y en a qui sont partis sans payer.
Il y en a à qui mon père a fait un deal, qu'on peut dire une entente pour que ça se règle. Puis quand on a vendu le magasin, il y avait encore beaucoup de dettes impayées. Mon père partait de Granby pour aller voir ces gens-là, pour voir s'ils ne pourraient pas donner un peu d'argent, parce que ça nous revenait. Là. Ils avaient eu quelque chose en échange. C'était difficile. Je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles, quand mon père a vendu le magasin, qu'aucun de nous trois ne le voulions, le magasin. On avait été heureux, mais on avait réalisé que les journées étaient longues, puis que c'était décevant de travailler pour ne pas être payé en bout de ligne. On avait tous des occupations qu'on aimait. Mon frère aimait enseigner. Le mari de ma sœur aimait son emploi à la Caisse populaire. Mon mari aimait son emploi. Et moi, je ne me voyais pas faire le rôle de ma mère. J'avais plus un côté artistique, bohème, qui ne marchait pas avec la tâche de tenir le magasin. Alors, le magasin a été vendu à mon cousin. Mon cousin Aimé Légaré, qui était notre employé, qui, lui, aimait ça, sa femme aimait ça, les filles aussi. Il a été heureux avec le magasin. Je suis né à Saint-Nazaire-d'Acton. Puis, je suis né le 22 août en 31. Ça me donne 84 ans. Fait que, nous autres, on était une famille très simple chez nous. On n'était pas riches, mais on était heureux. Sur le rang de Houghton. Il appelait ça le rang des Lépines, parce que les trois frères de mon père, un est resté en face de chez nous, l'autre en Via, puis à mon père, on restait juste en face de mon oncle Joe. Il est resté à Saint-Nazaire. Je sais qu'il y avait une ferme. Dans ce temps-là, mon père, moi, il a fait l'école à 13 ans, puis il est allé bûcher. Ma grand-mère, je sais que c'était une descente de Beaunoyer. Fait que ça fait plus dans le bout de week-end. Il y a un peu eux autres parce qu'ils étaient assez âgés. Mais j'avais à peu près, je me rappelle, j'avais à peu près 5 ans. Et les autres, ils demeuraient à Saint-Liboire. Les autres, étaient des Saint-Onge. C'était du monde exceptionnel. Très consciencieux. Nous autres, on était 7 chez nous. Fait que, on était 3 garçons et 4 filles. On était heureux chez nous. On n'était pas riches, par exemple, mais on était heureux. Aujourd'hui, on tous sont pas heureux. Moi, j'étais plus jeune chez nous. Fait que là, mes frères, bien, ils ont commencé très jeunes. Tu sais, quand il y a 16 enfants à faire vivre, là, dans ce temps-là, c'était pas cadeau. Puis là, les autres, ils venaient, ils allaient travailler, mettons, à Saint-Pie. Il y avait un petit peu plus d'ouvrage à Saint-Pie. Fait que là, moi, j'étais plus jeune à la maison, tu sais. J'ai quasiment toujours été tout seul à la maison, tu sais. Mes soeurs aussi, quand il y en a une qui partait avec une, puis qui partait, puis... ils allaient travailler en ville, puis... On vivait en campagne, puis... mon père, avec une famille dans ce temps-là, là, ça gagnait pas cher. Il allait travailler pour tout le monde ici et là. Puis on regardait des vaches, puis l'automne, on cultivait des légumes, puis l'automne, il allait vendre ça au marché à Droneville. Mes parents ils viennent des États-Unis. Mon père, mon grand-père, Joe, ça vient des États, à Hartford, Connecticut. Puis ils ont descendu à Saint-Valérien. Puis là, c'est là qu'ils ont fait le vie, les vieux. Là. Nous autres, on est arrivés à Acton, et c'était en 51, en février, l'hiver. Puis le printemps, ben, je me suis placé ici à l'ouvrage. Ma mère, oh, c'est une femme tranquille. Ouais, ça porte pas un peu ou rien. Non, on était à baissement, puis tranquille, tu sais, t'as calme, puis ça venait pas de traite, puis ça voit pas de tout la personne.
pas pire. Avec un affaire, quand ça faisait un mauvais coup, on nous pesait les fesses avec un petit fouet. Ça, je m'en souviens encore. Ah, on m'a arrivé dans le temps. Ah oui, ben, il faut que je le méritais. Il fallait que j'aille le chercher, le petit maudit fouet. Nous autres, on restait juste au Rivière, au 11 Saint-Canadien. Là, quand ça fait, on a trop de train, va me chercher un fouet. Puis si je ne l'ai pas, quand elle est là, c'était pire. Je n'avais 2 coups, puis tu en avais un qu'un. Mais il fallait qu'elle son voyage. Non, le pire, Mohamed m'a donné une tienne, ben, moi non plus. Jamais. Il dit, toi, ta grande, garde là, c'est à toi. Moi, je suis le dernier. Moi, j'étais 5 dans la famille. Mon frère le plus vieux, puis 3 filles. Entre moi puis lui. On a, comme le père disait, on a assez, il dit mes 2 gars, il dit en avait 10. Fait que ça faisait une grosse famille, elle a été. Mes parents sont arrivés à Sainte-Christine en 1927 et ils demeuraient sur le rang voisin, dans Bethel, qu'ils appelaient dans le temps. Et puis ils sont mariés en 1927 et puis ils ont acheté la ferme familiale en janvier 1927. Et puis on a demeuré là jusqu'à... Moi j'ai demeuré là jusqu'en 1990. Mes parents, ma grand-mère d'Audelin est venue à rester chez nous de 1930 à 1933, elle est décédée en 1933. Et puis ma grand-mère Pelletier, elle est décédée chez nous aussi en 1950. Ma mère, les derniers jours ont été passés chez nous environ 4 mois avant qu'elle décède. Et puis, mes parents sont décédés. Mon père est décédé en 1968. Il avait 68 ans, il suivait les années. Il était né en 1900. Et ma mère est décédée en 1997. Elle était née en 1908. Elle était plus jeune que mon père. Et puis, ils ont passé une belle vie. Mon père, disons que ça a tout le temps travaillé, mais sa vie a fini assez vite parce qu'en 1966, il a eu un infarctus et puis il a paralysé. Et puis en 1968, ben, il est intervenu un peu, il venait à bout de marcher tout seul avec sa canne, mais là, il avait un cancer du foie, puis il est décédé au mois de novembre 1968. Mes grands-parents étaient des cultivateurs sur le bord des Daudelins, sur le bord des Pelletiers. Ma mère était une Pelletier. C'était des cultivateurs de... mon grand-père d'Audelin restait dans Béthanie. Mon père était élevé dans Béthanie, dans le chemin des Rames, qu'il appelle. Et puis ma mère était élevée ici, était de Sainte-Christine, sur le chemin Bethel, ici. Là. Mon père, il aimait ça commercer. Oui. Et puis il y avait un camion, et puis il a commercé les animaux. Et puis... il achetait des vaches, puis il en vendait. Puis il a commencé ça un peu. Mais dans les années 44, 45, 46, il ramassait des animaux, puis M. Bourgard de Sarre-de-Rome, lui, il achetait des animaux dans les campagnes, surtout dans Valcourt, Maricourt. Puis il emmenait ça au char de Sarre-de-Rome. Là, il y avait un pack, il déchargeait le camion là. Et puis le soir, ben, 4-5 heures après la journée, il fallait qu'il charge tous les animaux dans le char. Puis là, la nuit, le train ramassait la cage, puis emmenait ça à Montréal. Puis le lendemain matin, les animaux étaient rendus à Montréal. Mais il a travaillé en Moses là-dessus. Mon père était travaillant. Puis juste dans les années 49-50, mon père a fait chantier. Parce qu'on avait, au bout de la terre, on avait à peu près 30 arpents de bois. Mais mon père, c'était un laboureur. Il a défriché toute sa terre, comme on dit. Quand il est arrivé là, en 1927, il avait peut-être
30-40 arpents de terre. Puis en dernier, on avait 150. Il a tout défriché ça. Mon père, dans l'année qu'il a bûché son bois pour faire sa grange, pour construire sa grange, il y a M. Riel. J'en ai parlé quand il y a sur la mâche. Il restait ici, là, juste en bas du village. M. Riel partait ici, puis il allait bûcher toute la journée avec mon père, à pied. Puis il revenait à pied le soir. Puis mon père lui donnait, il donnait à dîner avec 50 cents. Ça, c'est dans les années 30-31. Il faisait au moins, il restait loin du chemin, il faisait au moins 3000, puis après ça, il y a 4000. Il aurait dû faire une dizaine de mille par jour, puis à part son travail, assis au Galant d'Or. Moi, je suis installé sur la ferme paternelle, j'ai tout le temps resté avec mes parents. Quand je me suis marié, on avait une grande maison. On a fait m'ont fait un logement au 2e étage. Et puis, j'ai resté là jusqu'en 61. En 61, on a acheté le voisin, qui était M. Martin, Donat Martin. Et puis là, j'ai déménagé là, parce qu'on était rendu avec trois enfants. Fait que ça commençait à brasser un peu. Et puis, c'est ça. Là, après ça, quand mon père est décédé, ma mère a tout le temps resté dans la maison. Et puis, nous, on restait voisins. Moi, j'ai aucun frère et soeur. Je suis fils unique. Ma femme, c'était une femme de la région. Elle restait à 2 km de chez moi. Elle restait dans le chemin Marquis, qu'on appelait dans le temps. Et puis, elle s'appelait Rachel Archambault. Elle était une famille de 11 enfants. Donc, elle était la 4e. Et puis, elle est décédée en 2008. On a vécu 50 ans ensemble. Je suis née vers minuit 5. Ma mère m'a dit que j'étais un gros bébé Jofflu. Puis j'ai grandi dans les environs, entre Wickham, Saint-Théodore. Les dernières places, c'était Actonville. Puis je vais sans doute finir ma vie ici. J'ai eu une vie bien remplie de ma naissance, aller jusqu'à aujourd'hui. J'ai une très bonne mémoire, je suis contente. J'ai eu des grands-parents formidables sur le bord de ma main. Mon grand-père nous a bien gâtés. Il faisait des sculptures, des bases de statues d'église. Puis on allait le voir faire. On était tout petits, moi et mon frère. Puis il nous disait, restez tranquille, mais on va vous faire de quoi. Il nous fabriquait des autos en bois, des avions, des petits soldats, des affaires comme ça. On était heureux, autant comble la joie. Là, ma grand-mère, elle nous appelait, venez les enfants, vous avez fait des belles galettes chaudes. Puis là, on savait, on les adorait, les galettes de ma grand-mère. Elle en faisait au moins un bidon à 3 fois qu'elle faisait des galettes parce qu'elle savait qu'elles disparaissaient tout de suite. Puis mon grand-père, il disait, oh, ma grand-flûte qui arrive, en parlant de moi parce que j'étais plus grande que ma soeur. Puis là, elle disait à mon grand-père d'aller chercher de la crème dans le puits. Puis ma mère, elle sortait son pain de ménage, puis elle nous faisait des beurrés avec ça du pays. Puis quand tu es enfant, là, on est heureux au comble de la joie. Puis ma grand-mère, je l'ai adorée, mais j'ai eu des bons grands-parents des deux côtés. On était gâtés, au fait, on avait de quoi, mais c'était pas grand-chose, mais on était bien contents. Un cahier, écrire un crayon, des effaces, des affaires comme ça. Puis ma grand-mère, mon autre grand-mère, Baillargeon, elle nous tricotait des bas de laine pour aller à l'école. Puis je me souviens, une année, ma marraine, elle m'a donné un petit manteau bleu marin, puis elle m'a tricoté une tuque rouge puis des bas pour aller avec ça. Puis les mitaines, j'étais au comble de la joie. Là, j'étais chanceuse. Les enfants à l'école, ils ont dit, t'es chanceuse d'avoir une grand-mère de même. J'ai dit, je le sais. J'ai dit, oui, dites-vous, de temps en temps, vous l'aimez. J'ai dit, on l'adorait. Ma soeur, c'était sa marraine. Mais moi, elle me considérait pareil autant comme l'autre. On n'avait pas de préférence. Nos parents me considéraient autant le premier que le dernier. J'ai été vraiment heureuse avec eux autres. J'ai été vraiment chanceuse. Je ne le regrette pas.
C'est une belle étape de ma vie, ce qui est passé, puis je ne le regrette pas. Souvent, le dimanche, on allait se promener. Ma mère, elle nous a posés dans des tas de bois, dans toutes sortes d'affaires. Hey, au comble de la joie, dans la voiture à fouet. Pépé, il nous prenait dans ses bras, puis envoyez-vous pause, là. Fait que, il nous disait de se placer comme fou, parce que des enfants, c'est pour à rire. Vu qu'on était plusieurs, puis j'ai jamais oublié ça. Puis Pépé, au jour de l'an, il voulait tout le temps qu'il nous donne la bénédiction paternelle. Puis nous étions en rangée. En tout cas, je peux pas vous dire comment on était. Lui, il était à 18, puis il était quasiment tous mariés, puis il y avait tous des enfants. Fait qu'on se ramassait une grosse famille autour de la table. Mais ma mère elle avait toujours de quoi, même il en restait pour de ça, dans la nourriture. Mon père et ma mère, papa il est venu au monde dans le 11 de Wickham, puis ma mère est venue au monde à Saint-Jean-d'Arc. Papa est venu, maman est venue au monde le 18 février 1918, 1912. Papa il est venu au monde en 1909 à Wickham, dans le 11 de Wickham. Puis on était 17 enfants, mais il y en a 2 de décédés. Fait qu'on était encore une grosse famille de frères et sœurs. On s'attend tous à très bien ensemble. D'abord, la preuve est là. Il en manque, par exemple, là-dessus, mais aujourd'hui, il y en a qui sont décédés. Tout le lot de grands-enfants, là, c'est nous autres, ça. Il y avait ma sœur Janine, mon frère André. Après ça, c'était moi. Ma sœur Aurore est décédée. Après ça, c'était Robert, Lise, Pauline, Rachel, Normand, Roland, Jean, Guy, Annette, puis Marcel était le dernier. Puis là, elle a perdu un autre petit bébé, puis elle en a perdu un, ça. Elle en a perdu un. Puis on s'attend tout à se bien, malgré des fois qu'il y a des petits accrochages, mais on reprend la vie, puis on la recommence. On était accoutumés de même. Puis mon père, quand on chamoyait, quand on était petit, « Hey, les enfants, là, embrassez-vous. » Puis là, on se regardait l'un et l'autre. C'est pas ça que je t'ai dit de faire, je t'ai dit de l'embrasser. Ça, c'est humiliant pour un enfant. Puis c'est pas une volée qu'il donnait, là. Puis mettons, le soir, quand on a du bruit, quand on allait se coucher, papa, il poignait le balai, il connaît au plafond. Il disait, les enfants, voulez-vous que je monte en l'air? Ça se fermait tout. Parce que mon père était gros, puis il était imposant, c'était un homme de 300 livres. Fait que, il était paysan, papa, puis jamais qu'on a mangé une taque par nos parents. Nous autres, on s'est fait asseoir en pénitence, à faire à genoux ou embrasser ton frère ou ta soeur. Ça, c'était nos pénitences. J'ai eu des bons parents aussi, j'ai pas un mot à dire. Quand papa il est tombé malade, il est mort d'un cancer généralisé. Papa, il en restait plus. Il restait plus une 90 livres. Puis maman, par la suite, elle a tombé des poumons. Elle a été 10 ans comme ça. Finalement, elle est décédée. Puis là, j'ai trouvé un gros trou noir, là. J'ai trouvé ça terrible. C'était la fin de tout, là. Je comprenais plus rien. Finalement, je me suis remis de ça. Puis de fil en aiguille, en 1954, le 25 septembre, je me suis marié à un homme qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Finalement, le curé de ma paroisse m'a envoyé à l'évêché. J'ai eu mon annulation de mariage. J'ai essayé de refaire ma vie 11 ans plus tard. C'est un fiasco. Maintenant, je suis seule, puis j'apprécie. Je m'ennuie, naturellement. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Suite à la maladie. Je suis d'un foyer, je me suis fait des amis, mais c'est pas comme j'étais avec mes enfants. Moi, mes enfants, c'était mes trophées pour moi. Je les adorais. J'avais pas d'argent pour les habiller. Je les faisais toutes les coutures, le tricot. Je faisais le mangeur pour eux autres. Ils partaient pour l'école. Puis inquiétez-vous pas, ils avaient toujours mangé plein le ventre. C'était peut-être pas des mères riches, mais ils mangeaient toujours tout. Je les faisais le beurre. J'ai fait du pain. J'ai tricoté pour eux autres. J'ai cousu. Je me couchais pas les nuits. Là, on me couchait à minuit et demi, 1h. Puis le matin à 5h30, j'étais debout pour vaquer mes occupations. Les faire les boîtes à lunch. J'avais 7 boîtes à lunch à faire.
Je perdais pas courage. Puis ensuite, je m'en allais vers le train. J'avais des petits poulets à broilage, 500 cochons à l'engrais, on avait des vaches, j'avais des veaux. Puis finalement, on a reconstruit la grange. La grange n'était pas propice pour des animaux. Finalement, en 68, on a passé au feu, j'ai tout perdu. Ma maison, mon linge. Mais j'ai juste sorti avec mes enfants. C'est la seule richesse que je voulais avoir. Puis je l'ai eu. J'ai passé par des mauvaises... mais j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours prié. J'ai toujours eu confiance en Dieu. C'est lui qui m'a donné le courage et la force de me lever. Finalement, je suis arrivé ici pour faire un court séjour suite à une opération dans les mains pour le tunnel carpien, les 2 mains. Finalement, ça s'est enchaîné. J'ai fait un ACV, mais j'ai été chanceux. La garde n'était pas loin de moi, c'est elle qui m'a secouru. Et je lui dis aujourd'hui qu'elle m'a sauvé la vie. Elle ne veut pas dire de mettre ça, mais moi, je sais que c'est elle. Si ça n'aurait pas été d'elle, j'aurais resté des séquelles. J'ai aucune séquelle, je n'ai pas perdu ma mémoire. Puis souvent, je suis couché, me repasse dans ma mémoire tout mon passé, puis je ne regrette pas ma vie, pas en tout. Mes enfants non plus, je ne regrette absolument rien. La seule chose que j'ai faite quand je me suis marié, je me suis mis les pieds dans un plat, puis j'ai tombé une seconde fois. Mais notre Seigneur a tombé 3 fois, puis moi, je me suis toujours relevé.